Avant d'attaquer le vrai sujet de la journée, je tenais absolument à vous montrer ça. Pour réduire la dette publique, vous pouvez faire un don à l'État. L'initiative est prise très au sérieux par le ministère de l'économie. Que dire? Éric Lombard commence à faire la manche pour essayer de payer la dette. On est vraiment dans un pays de fous furieux. C'est formidable. Quel divertissement. Mais le vrai sujet de la journée, c'est l'aménagement du territoire. Donc tout ce qui est déserts médicaux, diagonale du vide, etc., etc. Et on va commencer par la partie désert médical. Le ministère de la Santé a donc créé 151 zones prioritaires à ce niveau-là, pour y envoyer 2 jours par mois. Donc dans un premier lieu, 3700 docteurs juniors, donc des gens qui sortent d'études, qui n'arriveront qu'en 2026, et après récupérer les étudiants français qui sont partis à l'étranger. Ils estiment 20% de médecins d'ici 2027, environ 50 000. Et ça concernerait environ 2 millions de patients. Bon, déjà, ils sont à peu près lucides. On ne règle pas de déserts médicaux puisqu'ils concernent 87% du pays. Mais alors, même en prenant ces estimations qui sont à mes yeux extrêmement optimistes, presque utopiques, parce que pour faire revenir les médecins, on sait très bien comment ça marche. Hein. Les médecins libéraux tombent généralement là-dedans, et je doute que notre très cher gouvernement annonce une baisse massive de l'imposition sur les hauts revenus. Donc comment vont-ils les faire revenir Ça c'est la grande question. Mais pour les chiffres en eux-mêmes, envoyer 3700 docteurs 2 jours par mois dans les déserts médicaux, ça revient à envoyer 370 docteurs à temps plein. Parce que 2 jours par mois, c'est à peu près 10% du temps travaillé. Avec aucune garantie que ces nouveaux docteurs s'installeront après là où ils sont envoyés. Donc cette mesure, c'est vraiment le pansement sur le pansement. Ensuite, pour ce qui est des 50 000 expatriés. Comme on vient de voir, les médecins à temps plein ont tendance à tomber dans cette tranche de revenus. Les médecins libéraux en tout cas. Effet l'affaire, ils ont plutôt tendance à ne pas travailler toute la semaine, parce que la rémunération des derniers jours de travail par semaine est dérisoire par rapport à celle des premiers. Si le premier jour vous gardez 100% de vos revenus, le deuxième 80, le troisième 60, le quatrième 40 et le cinquième 20, pourquoi travailler le dernier jour, voire le quatrième, étant donné que le revenu des deux est égal au revenu du troisième jour. Donc la plupart des médecins libéraux ne travaillent pas 5 jours sur 5. Ils sont généralement en 4/5e, voire 3/5e. Mais donc 5 médecins en 4/5e, c'est équivalent à 4 médecins, on va dire, effectifs, qui travailleraient 5 jours. Et en 3/5e, 3 médecins. Donc même s'ils arrivaient à faire revenir de je ne sais quelle façon 50 000 médecins, en réalité ça représenterait plus entre 30 et 40 000 médecins, en termes d'heures travaillées. Et le problème des déserts médicaux ne serait toujours pas réglé. Parce que ces 5 médecins, ces 5 personnes qui exercent la médecine, à différencier des 3 médecins en heures travaillées, eux, ils ont tout intérêt à s'installer en ville. C'est là où il y a le plus de patients, c'est là où ils ont besoin de faire le moins d'efforts pour se déplacer s'ils ont besoin. Tant que le marché de la ville n'est pas saturé, les médecins s'y installeront en priorité. Et ça, plus l'existence du numerus clausus, ça maintient l'existence de déserts médicaux. Si on veut qu'il y ait plus de médecins libéraux qui s'installent à la campagne, il faut faire en sorte que le marché des villes soit saturé. Et comment on fait ça? On supprime la progressivité de l'impôt. Comme ça, il n'y a plus de désincitation fiscale à travailler plus. On peut aussi supprimer le numerus clausus, ça n'a aucun sens ce truc. Mieux vaut trop de médecins que pas assez, je pense. Et pour l'aménagement du territoire de manière plus globale, on va dire que c'est une des composantes. En fait, l'aménagement du territoire, de façon un peu provocatrice, je dirais que ça pourrait être une politique régalienne, tellement elle est importante aujourd'hui pour notre... Heureusement qu'elle a dit qu'elle faisait de la provoque, parce que considérer que l'aménagement du territoire est un devoir régalien de l'État centralisé, c'est une énorme bêtise. Si quelqu'un à Paris décide qu'il faut construire un pont dans la Creuse, les gens de l'Ain vont se faire taxer pour un pont dont ils ne verront absolument jamais la couleur. Mais madame est en train de leur expliquer que c'était absolument nécessaire. L'État ne pouvait pas se passer de construire ce pont. Et que les gens de l'Ain devraient être contents d'avoir participé à la construction de ce pont. Par contre, le jour où les gens de l'Ain considèrent qu'ils ont besoin d'avoir un pont, Paris peut tout à fait dire non. Non, vous en avez assez des ponts dans l'Ain. Prends plutôt un petit cirque inclusif. Vous n'êtes pas assez inclusif dans l'Ain. Notre pays. Et la transition écologique est au cœur de l'aménagement du territoire, bien sûr, mais je dirais que le développement économique et la réindustrialisation de notre pays aussi, et bien sûr la cohésion sociale. Donc ces 3 composantes vont être prises en compte dans le travail que nous sommes en train de réaliser. Il ne devrait pas y avoir besoin de l'État pour ça. Prenons 2 départements exemples, le département A et le département B. Pour de l'agriculture, allez. Dans le département A, les sols sont très fertiles, il n'y a pas besoin de beaucoup irriguer parce qu'il pleut beaucoup, quoi que ce soit. Prenez la raison que vous voulez, mais le rendement est de 120%. Dans le département B, dommage, pas de chance, le rendement est de 95%.
Pour produire 1,20 € de nourriture, le département A a besoin de 1 € et le département B 1,26 €. Donc si la planification de l'État est mauvaise, pour produire 2,40 € de nourriture, au lieu de payer 2 €, on paye 2,26 €, sans compter l'argent dépensé pour payer les gens qui établissent le plan. En réalité, ça peut être encore plus. Alors que pour le marché, en partant du principe que l'investissement au départ est le même, aura tendance à remarquer très vite qu'un des deux est meilleur que l'autre et transférera tout l'investissement sur le meilleur. Donc on passera assez rapidement de 2,26 € à 2 €, sans avoir besoin de payer des fonctionnaires. En prenant un exemple un peu plus complexe, en blanc vous avez le rendement pour l'agriculture, en rouge vous avez le rendement pour l'industrie, et en bleu pour les sociétés de services. Les sociétés agricoles passeront toutes vers A, jusqu'à ce que le rendement, par les mécaniques d'offre et de demande, diminue suffisamment pour que certains se disent « Ah bah je peux rester en B ou passer directement en B depuis C ». Les sociétés industrielles passeront pareil, toutes vers C, jusqu'à équilibre offre-demande, où éventuellement B devient plus intéressant. Et les sociétés de services, globalement, auront tendance à juste partir de A. Ce sont des exemples avec des chiffres un peu au pif, mais l'État centralisé est la cause numéro 1 de l'existence de la diagonale du vide. Pas moins de 50 auditions. Nous sommes en train de tourner actuellement pour être capable de faire un pas un audit, c'est des auditions, c'est-à-dire on écoute un peu les territoires, les élus locaux, les hauts fonctionnaires, et on a des sachants vraiment dans le domaine. Et on a des sachants, des sacheurs, des sachistes. Donc grâce aux sachants, une information qui vient d'un citoyen passe par la ville, puis par le département, puis par la région, puis par le pays, voire même pour certains sujets par l'UE. Avec évidemment, chaque étape, il peut se prendre un gros non-MDR. Mais donc ça remonte tranquillement jusqu'à Paris, ça prend quelques mois, et ensuite faut que ça redescende, ça prend encore un peu de temps, et à la fin, il reçoit son oui ou son non. Mauvaise nouvelle, généralement quand on est dans la diagonale du vide, c'est un non. Au lieu d'avoir, comme dans un système décentralisé, au pire, seulement 2 étages. Et même encore mieux, dans un système à la fois décentralisé et dérégulé, même pas besoin de demander l'autorisation. Si tu veux construire un terrain de sport ou n'importe quoi, soit t'as les fonds et bah parfait, tu peux le créer directement, soit tu fais un prêt à la banque, soit tu demandes à des investisseurs privés, ce qui peut être les gens de ton village, les gens de ta ville, des gens sur internet que tu connais pas, et ensuite créer. Plutôt que de forcer un contribuable breton pour créer ton terrain de tennis à Nice, tu te débrouilles comme un grand. Parce que tout ça, c'est en plus sans parler des biais que les fameux hauts fonctionnaires peuvent avoir. Prenons Alphonse Xioner, vit à Paris, et là il reçoit sur son bureau 2 dossiers. Le premier pour construire un théâtre à Paris, le deuxième pour construire un pont dans l'Ain. Notre brave Alphonse vit à Paris. Est-ce qu'il aura tendance à choisir quelque chose qu'il verra une fois dans sa vie, ou qu'il aura l'opportunité d'utiliser, ou un projet qui ne l'affecte pas du tout, ni en bien ni en mal, dans un territoire avec lequel il n'a aucun lien? Quelque chose me dit que Alphonse va choisir le théâtre à Paris. Surtout si on lui dit qu'il pourra l'inaugurer. Là, Alphonse, il fonce. Lol. Le problème de la planification, c'est que c'est au mieux aussi efficace que le marché. Si Alphonse se rend compte que le pont a plus d'importance que le théâtre à Paris, très bien, bravo. Mais le maire de la ville concernée, lui, il aurait même pas pensé au théâtre à Paris, il aurait pris directement le pont, et pareil pour un habitant local, il ne se serait jamais préoccupé du théâtre à Paris, le pont pour lequel il a un intérêt aurait toujours été prioritaire dessus. Là où les deux n'ont ni le pouvoir ni l'intérêt de choisir le théâtre à Paris, Alphonse a les deux. Et il y avait même, fut un temps, des grandes entreprises qui menaient ce qu'on appelle aujourd'hui des politiques de la ville, comme par exemple Peugeot, avec le club de foot de Sochaux, qui a donc été créé en 1928. Il y a eu aussi Schneider au Creusot, et d'autres exemples. Les 2 meilleurs moyens de réaménager des territoires entre guillemets oubliés, sans le moindre manque de respect aux gens vivant dans ces endroits-là, c'est de décentraliser et de mener une politique de l'offre pour laisser le luxe aux entreprises, de dégager suffisamment de bénéfices pour rendre la zone où ils sont implantés plus attractive. C'est un cercle vertueux. Au montage, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout parlé des délocalisations. Je pense que c'est un sujet qui mérite sa vidéo dédiée, mais pour faire très rapide, quelques leviers pour lutter contre la délocalisation. Il faut baisser les impôts, éviter d'avoir une monnaie trop forte, et baisser le coût horaire du travail. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.